Quand on demande aussi aux personnes de nous dire si elles ont déjà été témoins de telles violences dans le milieu dans lequel elles évoluent, là on est plutôt sur des taux d'exposition qui sont de l'ordre de 80%. Bonjour, je suis Greg Descamps, je suis enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Bordeaux et je vais vous parler des violences sexuelles dans le sport. J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2007. À l'époque, c'est Roselyne Bachelot, qui était ministre de la Santé et des Sports, qui m'a sollicité pour coordonner ce qu'allait devenir la première enquête nationale sur le sujet, dans le cadre de laquelle on a remis un rapport ministériel qui nous a permis de montrer que dans le sport, en France, il y a 17% des sportifs qui déclarent ou pensent avoir déjà été exposés à des violences sexuelles. Quand on a travaillé sur ce sujet et qu'on a été sollicité en 2007, c'était l'affaire de Camaret, qui était dans le domaine du tennis, qui était portée par Isabelle de Mongeau. Mais déjà 20 ans, une quinzaine d'années, vingtaine d'années auparavant, il y avait eu ce qu'on appelle l'affaire des lanceurs de marteau dans l'athlétisme, qui avait été portée par Catherine Moyon-Debac, qui est la première athlète française à avoir osé dénoncer, avoir subi des violences. Il y a eu un procès qu'elle a remporté. Ça a fait jurisprudence parce que l'État français, en tout cas la responsabilité de l'État français a été reconnue. Donc ça fait des années que tout cela existe et que les victimes parlent. On dit souvent il faut écouter la parole des victimes. Non, les victimes, elles parlent, elles ont toujours parlé, sauf que leurs paroles soit n'étaient pas entendues, soit on faisait en sorte de dissimuler leurs paroles. Il a fallu là véritablement attendre les années 2020 avec toutes les vagues de signalements et de dénonciations qui ont pu avoir lieu dans différents domaines en dehors du sport pour que arrive la parole de Sarah Abitbol dans le milieu du patinage. Et là, il y a eu une véritable prise en compte, pas uniquement des pouvoirs publics, du ministère et du comité olympique national olympique et sportif français, mais aussi de l'ensemble de la communauté sportive. Le sport, c'est un environnement dans lequel on fonctionne un peu en vase clos. On est tout le temps avec les mêmes personnes. On vit dans un environnement qui nous amène souvent à être coupé de notre environnement de vie habituel. Donc, quand on est tout le temps avec les mêmes personnes comme ça, en dehors des autres, eh bien souvent, il peut se former une certaine dynamique de groupe qui fait qu'au sein de certains groupes, il y a des comportements un peu intolérables, voire totalement intolérables, qui vont malgré tout trouver leur place et être banalisés et être acceptés par les membres du groupe. D'autant plus que dans le sport, on apprend aux sportifs à se soumettre, et à tout donner pour pouvoir accéder au plus haut niveau. Et parfois, quand on est au sein d'un groupe qui banalise un peu les maltraitances, ça arrive que des sportifs se disent que peut-être que pour accéder au haut niveau, oui, il faut se laisser maltraiter pour avoir la chance d'être sélectionné et d'intégrer telle équipe et de pouvoir avoir plus d'attention de la fédération ou de l'entraîneur pour partir en compétition nationale ou au niveau international. Donc en ce sens-là, il y a une vulnérabilité. On est toujours sur des taux d'exposition qui sont dans des proportions allant de 15 à 20% des répondants à ces enquêtes qui déclarent avoir déjà été exposés à des violences sexuelles. Alors attention, quand on dit violence sexuelle, ça ne veut pas obligatoirement dire avoir été violé. Les violences sexuelles, ça peut aussi intégrer le fait d'avoir subi du harcèlement, le fait d'avoir été malmené, humilié, ce genre de choses. Il y a ce qu'on appelle les comportements sexuels non désirés, être exposé régulièrement à des propos injurieux à caractère sexuel ou des avances totalement déplacées. Et ce qui est intéressant également, c'est que quand on demande aussi aux personnes de nous dire si elles ont déjà été témoins de telles violences,
dans le milieu dans lequel elles évoluent. Là, on est plutôt sur des taux d'exposition qui sont de l'ordre de 80%. Donc ça montre à quel point ces comportements sont quand même fréquents et à quel point les sportifs savent à quel point c'est monnaie courante et à quel point les victimes qui sont exposées à ça font en sorte que ça ne se sache pas. À l'époque, ce qu'on avait regardé, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre les 5 disciplines qui sortent du lot et qui ont des taux d'exposition plus élevés? Rien. Il y avait des sports individuels, il y avait des sports collectifs, il y avait des sports de raquettes, des sports aquatiques. En fait, il n'y avait quasiment rien de commun. En tout cas, on ne pouvait pas trouver un fil conducteur qui réunissait toutes ces disciplines. Donc ça a été la façon pour nous de dire il n'y a pas d'environnement sportif qui soit plus à risque qu'un autre environnement sportif. Et puis là, si on regarde les statistiques qui arrivent au niveau de la cellule ministérielle, la cellule de signalement qui s'appelle Signal Sport, où on peut signaler tous les phénomènes de violence, que ce soit en tant que victime, mais également en tant que témoin ou en tant que professionnel au sein d'une structure. Si vous avez à gérer quelque chose ou si vous avez connaissance, vous pouvez faire un signalement auprès de la cellule Signal Sport. Et bien là, depuis les 5 dernières années, quand on regarde les centaines de signalements qui ont été réalisés sur les dernières années, on voit que ça touche entre 70 et 80 disciplines différentes. Donc, toutes les disciplines sont concernées. Quand on regarde des données telles que celles qui concernent les stratégies de faire face des sportifs victimes, on se rend compte que ça évoque quand même un tableau clinique qui est assez proche de ce qu'on a l'habitude de voir dans le champ du psychotrauma, c'est-à-dire qui est dû aux différentes conséquences des phénomènes dissociatifs. On le voit lorsque on étudie les modalités de réponse et de déclaration des sportifs lorsqu'ils indiquent à quel type d'agissement ils ont pu être confrontés. Dans le questionnaire d'enquête, ça c'est un parti pris scientifique et méthodologique, on a fait le choix de donner la possibilité aux participants de répondre oui, mais également leur laisser la possibilité de répondre je ne sais pas. Alors on peut dire que c'est surprenant de considérer les réponses je ne sais pas pour estimer des taux d'exposition. Mais en fait, on se rend compte que les réponses je ne sais pas qui représentent quand même 6% dans le taux d'exposition, c'est pas uniquement des je ne sais pas parce que c'est pas clair. Non, les formulations, les questions étaient très explicites. Et concrètement, c'est forcément surprenant quand on a des sportifs qui disent « Je ne sais pas si j'ai déjà été confronté à une tentative de viol qui a échoué. Je ne sais pas si j'ai déjà été confronté à des attouchements sur des parties intimes contre mon gré. » Il y a des items de ce genre, quand on n'y a pas été exposé, on est en capacité de répondre non. Donc là, on le voit clairement qu'il y a des sportifs qui sont dans l'incapacité de se remémorer de façon exacte ce à quoi ils ont pu être confrontés. C'est ça qui nous permet de dire qu'il y a présence de conséquences psychotraumatiques. Pour moi, la première recommandation, c'est éduquer. Éduquer qui? Les sportifs eux-mêmes, les jeunes en général. Cette éducation-là, les jeunes, ils en ont besoin pour ne pas devenir victimes, mais surtout, ils en ont besoin pour ne pas devenir auteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 55% des cas, lorsqu'il y a des violences sexuelles dans le sport, dans 55% des cas, ce sont des sportifs qui agressent ou qui vont humilier d'autres sportifs. C'est ce qu'on appelle des violences horizontales. Les violences dites verticales, qui sont le fait d'un encadrant, d'un entraîneur, elles sont minoritaires par rapport à ces violences dites horizontales. Il faut former les encadrants parce que, il y a un certain nombre de travaux qui l'ont montré, que ce soit dans le champ des violences sexuelles, mais aussi dans le champ des discriminations. Par exemple, la survenue de discours ou de propos homophobes dans le sport, l'un des facteurs les plus importants pour empêcher la survenue de tels propos, c'est le positionnement de l'entraîneur. Et puis, il faut accompagner les victimes
quant à la façon de trouver les meilleures façons de se signaler. Parler, c'est pas évident, surtout quand on est dans le milieu sportif, parce que bien souvent, on sait que ça risque d'avoir des conséquences sur notre propre carrière sportive. Lorsqu'on étudie les déclarations des victimes qui ont parlé, c'est-à-dire qui sont passées par cette étape de la divulgation, elles-mêmes nous disent qu'au final, le fait d'avoir divulgué a eu beaucoup plus de conséquences positives que de conséquences négatives. Donc ça, c'est quand même très important de le signaler et que ce soit un élément qui soit entendu par les victimes qui hésitent à parler. Les comportements qui doivent alerter les parents, c'est un désintérêt soudain, voire même une posture un peu réfractaire quant au fait de continuer. Bon, ça ne veut pas dire que quand un enfant nous dit « je ne veux plus aller au sport », etc., peut-être qu'il n'aime pas ça et que ça fait des années qu'il pratique pour vous faire plaisir. Donc c'est peut-être juste ça. Mais globalement, les signaux dans le champ des violences sexuelles qui doivent attirer l'attention, ce sont voilà, des changements de comportement. Des comportements qui vont apparaître, qui viennent en rupture avec ce qu'on peut avoir l'habitude d'observer chez cet enfant. Des changements également sur le plan de la santé, du sommeil, de l'alimentation, sur le plan scolaire, sur le plan comportemental, avec alors là il y a beaucoup de différences entre les victimes garçons et les victimes filles, mais par exemple au niveau des comportements, c'est vrai que les garçons victimes, on sait qu'ils vont être beaucoup plus fréquemment que les filles engagés dans des comportements entre guillemets violents, c'est-à-dire s'adonner à des bagarres ou se mettre en danger eux-mêmes. Ça on le voit beaucoup chez les adolescents qui vont avoir des consommations d'alcool, des prises de risques, des bagarres ou ce genre de choses. Chez les filles, il y a beaucoup plus de comportements dits restrictifs, avec beaucoup d'inhibition comportementale. Dans le champ de l'alimentation, aussi, on va pouvoir voir des comportements restrictifs qui vont se mettre en place. Certains garçons vont pouvoir aussi être dans ce champ restrictif. Mais dans tous les cas, ce sont des choses qui apparaissent, qui n'étaient pas présentes avant. C'est ça qui doit alerter.